Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de l'information que je reçois durant mes sorties en physique. Habituellement, mes rencontres se font avec un être féminin, en tous les cas d'apparence féminin. Mais quelquefois, elle est accompagnée d'un ou de deux êtres d'apparence masculin. La différence qu'il y a entre un être féminin et un être masculin est très subtile lorsque nous sortons en physique et qu'on a affaire avec des êtres du temps spatial et non avec des entités astraux. Car une entité astrale peut prendre la forme d'un homme ou d'une femme de la troisième densité, alors qu'un être du temps spatial garde toujours sa forme initiale qu'il a dans le temps spatial, ce qui n'est pas le cas d'une entité qui prend presque toujours la forme d'une personne que nous connaissons ou que nous avons connue. Excusez. Donc, voici quelques rencontres que j'ai eues avec un être extratemporel que je rencontre habituellement durant mes sorties en physique. Et l'information que j'ai reçue durant ces rencontres. Mes premières rencontres sont avec des êtres d'aspect masculin. Donc, ma première rencontre consciente était probablement avec un être de sexe masculin. Je dis probablement car je ne pouvais identifier son sexe. Donc, vu sa stature, je vais employer le masculin pour la description de sa matière. Il était assez grand, environ 7 pieds, avec une chevelure sans cheveux, donc de nature ondulatoire et énergétique. Son corps était recouvert d'un habit sans vêtements, probablement de nature énergétique ou holographique, ce qui m'empêchait de voir sa forme masculine ou féminine. Nous étions dans une prairie sans forme qui n'avait pas l'apparence habituelle dont j'ai l'habitude de voir ici dans la troisième densité. Donc, l'environnement me semblait sans consistance matérielle, mais tout à fait perceptible. C'est probablement à cause de la perception du temps qu'on a dans la quatrième densité, comme on a la perception de l'espace ici dans la troisième densité. Maintenant, vous vous doutez bien que j'étais dans la quatrième densité avec un être du temps spatial et que moi-même j'étais en physique avec ma matière électroplasmique. Cela était différent de mes autres sorties habituelles en physique qui se faisaient dans un décor familier avec ma matière électroplasmique où je rencontrais habituellement des êtres extratemporels de nature holographique, dans un environnement de troisième densité ici dans le spatio-temporel. Nous pouvons voyager dans la troisième densité avec notre matière de quatrième densité avec une perception en 3 dimensions. Donc, c'était ma première sortie que j'avais le souvenir d'être en 4e densité, confronté à la réalité du lieu et de leur réelle apparence physique dans le temps spatial. Mon premier sujet de discussion. Ma première discussion avec cet être portait au sujet de ma zone de création qui est sans forme précise. Il était donc question de la Terre. Il me disait que la forme physique de ma zone de création était ronde, que sa structure psychologique était sphérique et que sa nature visuelle était plane. Oui, parce que lorsqu'on regarde
ça nous semble tout simplement plane parce qu'on ne voit aucune courbe. Donc, la forme de ma zone de création n'était que la construction intellectuelle de notre croyance personnelle. Il me disait également que c'était tout à fait illogique pour les êtres de la quatrième densité de croire qu'il y a des personnes qui marchent la tête en bas et de surcroît qu'elles ne s'en aperçoivent même pas, et ça, peu importe la circonférence attribuée à la Terre. C'est comme marcher sur le plafond ou sur un mur d'un appartement. Peu importe la superficie de ce plafond ou de ce mur, vous sauriez toujours que vous marchez sur un plafond ou sur un mur et que vous marchez toujours la tête en bas pour le plafond et que vous marchez toujours à la verticale pour le mur. Il me faisait également remarquer que je sois au Canada, à l'Équateur, en Russie, en Chine ou en Australie, je vais avoir toujours la tête qui pointe vers le haut. Et que la surface de ma zone de création sera toujours informe, car la forme est toujours en fonction de notre croyance psychologique. Donc, en un mot, l'endroit où je vivais n'était en quelque sorte qu'une zone de création informe et n'avait qu'une forme qu'en fonction de ma représentation personnelle au niveau de l'ego que je me faisais de la planète Terre. Inutile de vous dire que cette conversation m'a laissé perplexe et qu'il m'a fallu quelques jours pour assimiler cette information que je n'arrivais pas à conceptualiser au niveau de mon ego, car la représentation que j'avais de la Terre était la représentation répandue par la NASA. Donc, ce que la NASA me montrait en réalité de la forme de la Terre n'était que leur représentation à eux, leur théorie qu'ils imposaient à l'humanité par manipulation d'images de synthèse. Ce qui me faisait dire qu'un jour j'aimerais vivre en théorie, car dans ce pays, en théorie, tout se passe bien. Mon deuxième sujet de discussion. Après quelques jours de réflexion, je fis une autre sortie en physique consciente. Ma deuxième discussion avec cet être portait sur l'interface qui reliait la matière atomique au corps physique, c'est-à-dire le corps électromagnétique. Il me dit que cette interface était le système nerveux. Par la même occasion, il m'a dit que l'interface qui reliait la matière atomique au corps astral était la chaîne d'ADN, que l'interface qui reliait la matière atomique à la matière électroplasmique sont les cellules, que l'interface qui reliait la matière atomique au double éthérique, c'est-à-dire l'esprit, sont les neurones, que l'interface qui reliait la matière atomique à la conscience était la cellule nucléaire, c'est-à-dire le nucléide. Et au centre du nucléide, donc de la cellule nucléaire, se trouvait ce qu'on appelle l'atome gemme, l'atome premier. Cet atome gemme est le vortex énergétique qui constitue le trou noir au centre du nucléide, qui permet à la conscience de pénétrer dans la matière atomique afin de prendre contact avec elle. Même si la matière atomique disparaîtrait, même si le corps physique, c'est-à-dire le corps électromagnétique, disparaîtrait, même si le corps astral disparaîtrait, même si la matière électroplasmique disparaîtrait, même si le double éthérique, c'est-à-dire l'esprit, disparaîtrait,
Même si la conscience elle-même disparaîtrait, il resterait toujours l'atome gemme, l'atome premier, rattaché à la source pour tout recommencer. C'est cet atome gemme, c'est-à-dire l'atome premier, qui donne à l'esprit son éternité et qui donne à la matière électroplasmique et à la matière atomique leur immortalité. Malheureusement, cela a été occulté à l'être humain pour mieux le dominer et le contrôler. Le corps astral, tant qu'à lui, est là pour conserver la mémoire de la forme matérielle et la chronologie du temps, récupérée par la suite par le corps physique par l'entremise de l'ADN. Le corps physique, tant qu'à lui, va retransmettre cette forme matérielle et le temps chronologique à la matière atomique. En quelque sorte, le corps astral est le gardien de la forme matérielle et du temps chronologique. Mon troisième sujet de discussion. Après un laps de temps plus ou moins long, je fis une autre sortie en physique consciente et ma troisième discussion avec cet être portait sur la manière d'encastrer le corps et les matières et non pas seulement de les interconnecter ou encore seulement de les connecter. L'humain évolue dans un temps linéaire de nature chronologique. Le double astral, tant qu'à lui, évolue dans un temps mémoriel astral de nature inversée. N'oublions pas que nous sommes dans une matrice artificielle à inversion totale et que l'astral fait partie intégrante de cette matrice artificielle. La matière électroplasmique, tant qu'à elle, évolue dans un temps événementiel spatial de nature horizontale qui se traduit par l'horizon des événements. Pour avoir accès à toutes ces temporalités différentes au temps présent, il faut que la conscience puisse actualiser tous ces temps dans la matière atomique. Il faut savoir que le futur est le présent qui n'a pas encore été activé par la conscience. Eh bien oui, le futur, c'est tout simplement le présent qui n'a pas encore été actualisé par la conscience. La conscience étant le pointeur du présent dans notre réalité actuelle. Pour ce faire, comme le corps physique est imbriqué dans la matière atomique, il faut que le corps astral soit bien encastré dans le corps physique et que la matière électroplasmique soit bien encastrée tant qu'à elle dans la matière atomique. Et non pas les deux seulement interconnectés ou seulement connectés. Ça ne suffit pas d'être bien aligné énergétiquement au niveau des chakras, comme la majorité des personnes pensent, mais il faut également encastrer nos corps et nos matières pour qu'ils soient bien alignés eux aussi, physiquement. Il y a une méthode physique pour encastrer le corps astral dans le corps physique et la matière électroplasmique dans la matière atomique, de manière que chacun se retrouve dans leur contenant respectif. Durant la nuit, lors de la sortie du corps astral dans l'égrégore astral et la sortie de la matière électroplasmique en physique dans le temps spatial, le corps astral comme la matière électroplasmique ont tendance à se désencastrer lors de la projection de la conscience dans la matière atomique. Il faut savoir que la conscience peut se projeter dans le double astral durant un voyage astral
et dans le double spatial durant une sortie en physique, comme elle se projette dans la matière atomique durant l'éveil de cette dernière. Ne pas oublier que le centre de traitement de données, dont les informations sont recueillies par la conscience durant ces différentes projections, se trouve dans l'ADN de la matière atomique. Donc, il est important que le corps astral et la matière électroplasmique soient bien encastrés dans leurs contenants respectifs pendant que la matière atomique est dans sa phase d'éveil, c'est-à-dire lorsque la projection de la conscience se situe au niveau de la matière atomique. De cette manière, il serait possible d'utiliser le temps comme l'espace pour se déplacer en se servant du temps inversé de l'astral pour modifier la polarité du temps et ainsi voyager au passé comme au futur événementiel. Ne pas oublier que nous sommes dans une matrice artificielle à inversion totale. Au niveau du spatio-temporel, le temps est le contenu et l'espace est le contenant. Donc, nous utilisons l'espace comme lieu de déplacement. Mais au niveau du temps spatial, c'est l'espace qui est le contenu et c'est le temps qui est le contenant. Donc, nous utilisons le temps comme lieu de déplacement. En un mot, au niveau du spatio-temporel de la troisième densité, le temps contient l'espace. Et au niveau du temps spatial de la quatrième densité, c'est l'espace qui contient le temps. Un bon exemple pour illustrer le temps et l'espace inversé est l'éponge. Dans l'eau, l'éponge est le contenu de l'eau, mais à l'intérieur de l'eau, c'est l'éponge qui est le contenant de l'eau. Donc, l'utilisation du temps événementiel est possible seulement si le corps astral est bien encastré dans le corps physique pour l'inversion des polarités temporelles et que la matière électroplasmique soit bien encastrée dans la matière atomique pour l'utilisation du temps événementiel horizontal à la place de l'espace assujetti au temps chronologique linéaire. N'oublions pas que l'espace est le lieu de déplacement dans notre réalité actuelle, mais pour les êtres du temps spatial, de la quatrième densité, c'est le temps qui est le lieu de déplacement. On choisit un endroit au niveau de l'espace, mais on cédule un lieu au niveau du temps. Il faut savoir également ce que vous voyez entourant la matière atomique comme un léger voile à peine perceptible, c'est le corps physique qui est le reflet du rayonnement du corps électromagnétique et non pas le corps éthérique, car ce dernier étant trop subtil pour être détecté par nos yeux physiques. L'épaisseur de ce voile est d'environ d'un doigt. Mais ce que peu de personnes savent, lorsque la matière électroplasmique est très bien encastrée dans la matière atomique, la matière électroplasmique, par son rayonnement, enrobe, ou si vous aimez mieux, recouvre la matière atomique, le corps physique et le corps astral d'une pellicule électroplasmique de quatrième densité. De cette manière, il y a une barrière plasmique entre le corps physique et le champ électromagnétique qui nous entoure, le protégeant de toute interférence de nature magnétique ou électromagnétique et du fait même permet à la matière atomique de conserver intacte son énergie vitale.
En l'absence de cette membrane plasmique due au mauvais encastrement de la matière électroplasmique dans la matière atomique, s'ensuit toutes les différentes attaques des entités du monde astral, dont la porte d'entrée de ces entités est le corps astral, car n'étant pas protégé par cette barrière plasmique. Cela inclut également les différentes attaques de la matière atomique de l'humain qu'il subit au niveau des champs électromagnétiques qui l'entourent. N'oubliez pas que densité égale matière et que dimension égale perception. Vous constatez maintenant l'importance de bien encastrer le corps astral dans le corps physique et la matière électroplasmique dans la matière atomique. La matière électroplasmique, par son rayonnement plasmique, produira un bouclier plasmique et protégera dans une enveloppe la matière atomique, le corps physique et astral des différentes attaques psychiques. Maintenant, revenons à l'aspect pratique d'encastrement du corps astral et de la matière électroplasmique. Ici, je ne parle pas de centrage ou d'alignement comme pour les centres énergétiques chakras appartenant au corps électromagnétique dont ce centrage est la plupart du temps exécuté au moyen d'une pensée mentale. Je parle d'alignement par encastrement du corps astral avec le corps physique et de la matière électroplasmique avec la matière atomique. En faisant un mouvement physique avec une intention très précise d'encastrement. Pour rappel, la pensée appartient à la matrice artificielle et l'intention appartient à la matrice originelle. Donc, la pensée n'engendre pas nécessairement une action. Mais par contre, une intention est toujours suivie par un mouvement qui engendre nécessairement une action. Comme je l'ai dit plus haut, c'est surtout la nuit, due à la décorporation, qu'il est très important d'encastrer le corps astral dans le corps physique et la matière électroplasmique dans la matière atomique. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait une absence d'encastrement dans le jour, durant le jour, due aux attaques autant psychiques que psychologiques. Donc, prendre l'habitude le matin au lever et le soir au coucher de bien encastrer le corps astral dans le corps physique et la matière électroplasmique dans la matière atomique. Prendre également l'habitude d'encastrer le corps astral en premier et par la suite la matière électroplasmique pour que cette dernière puisse protéger l'ensemble du corps, c'est-à-dire l'ensemble des corps astral et physique, et la matière atomique par son rayonnement plasmique. Maintenant, voyons enfin, me direz-vous, l'exercice qu'il faut faire matin et soir. Vous vous tenez debout, les deux bras à l'horizontale, les mains ouvertes, représentant la forme d'une croix pour encastrer le corps astral dans le corps physique. Vous faites le mouvement de la main droite vers votre matière atomique à l'endroit du chakra cardiaque. Lorsque vous touchez votre matière atomique, imaginez une sorte de clic qui se produit avec le mouvement de votre main, confirmant le verrouillage de l'encastrement du corps astral dans le corps physique. Après, vous répétez le même mouvement, mais cette fois-ci avec votre main gauche, pour encastrer la matière électroplasmique dans la matière atomique et son verrouillage d'encastrement. Lorsque vous avez terminé les mouvements d'encastrement, vous dites la phrase suivante.
Maintenant, mes corps et mes matières sont bien encastrés l'un dans l'autre et bien verrouillés. Après l'exercice d'encastrement du corps astral et de la matière électroplasmique, il se peut que vous ressentiez une légère compression sur votre matière atomique, comme si une enveloppe vous entourait et vous compressait, surtout au niveau thoracique. Cela est tout à fait normal. C'est simplement la membrane plasmique qui compresse légèrement votre corps physique sur votre matière atomique, comme dans un léger étau. Ne vous inquiétez pas si vous ne ressentez pas cette pression, car certaines personnes sont plus sensibles énergétiquement que d'autres au niveau du mouvement d'énergie dans l'aura entourant leur matière atomique. Vous faites cet exercice 2 fois par jour, au coucher le soir et au lever le matin. La conscience se projetant dans la matière atomique durant l'éveil de cette dernière le jour sera en contact direct avec le corps astral et la matière électroplasmique, pouvant ainsi utiliser les attributs de chacun dans la matière atomique. Ça prend environ 2 semaines ou plus à l'ADN pour encoder et activer un processus de niveau basique pour le rendre par la suite opérationnel en utilisant uniquement l'intention pour l'encastrement comme déclencheur de l'action sans être suivi par un mouvement physique. Maintenant, vous savez comment encastrer le corps astral dans le corps physique et la matière électroplasmique dans la matière atomique. Il va sans dire que cet encastrement va faciliter vos sorties en physique conscient, aussi bien au niveau astral qu'au niveau spatial. N'oubliez pas que la pratique est toujours gage de réussite. Cela va vous aider également à vous souvenir de vos sorties astrales et spatiales, conscients ou inconscientes, car la mémoire est une faculté qui oublie facilement. Voilà, ceci est un aperçu de mes sorties en physique que je fais la plupart du temps conscient. Comme vous, je continue d'expérimenter mes possibilités que je découvre petit à petit, au fil des jours et surtout au fil des nuits. Après avoir fait ces 3 premières rencontres conscientes, mes contacts dans la 4e densité se faisaient de plus en plus souvent avec un être d'apparence féminin. Voici une anecdote durant une de mes sorties en physique avec cet extratemporel d'apparence féminin. J'étais assis à une table située dans une sorte de salle où se tenaient différentes personnes. Lorsque mon contact, comme je vous l'ai dit, d'apparence féminin, est entré dans la salle, elle a passé près de quelques personnes qui discutaient entre elles. Elle fut interpellée par l'une d'entre elles et une courte discussion s'ensuivit avec ces personnes. Après cette courte discussion, elle se dirigea vers moi et rendue à ma table, tout en me regardant d'une manière étonnée, elle me dit « Mais pourquoi toutes ces personnes me prennent pour une Vénusienne? » Alors, je lui ai tout simplement répondu « C'est simple, c'est parce que ces personnes n'ont jamais vu de Vénusienne de leur vie. » Et oui, si ces personnes avaient déjà vu réellement une Vénusienne, elles auraient pu voir la différence entre une extratemporelle et une Vénusienne. C'est seulement pour vous dire que plusieurs personnes font des voyages en physique de manière inconsciente en pensant qu'elles sont tout simplement dans un rêve astral,
alors qu'elles sont dans un songe spatial. Il faut faire la différence entre un voyage et une sortie. Lorsqu'on parle de voyage astral ou en physique, ces voyages se font de manière inconsciente au niveau du rêve pour l'astral et du songe pour le spatial. Lorsqu'on parle de sortie en astral ou en physique, c'est-à-dire une décorporation pour l'astral comme deux aimants qui se séparent et une dissociation de matière pour le spatial, comme une sensation de flottement. Ces sorties se font de manière consciente. Une sortie en astral ou en physique peut se terminer quelquefois en voyage astral ou en physique avec l'endormissement de la matière atomique qui deviendra inconsciente de la projection de la conscience dans le corps astral ou dans la matière électroplasmique. Et se terminera tout simplement comme un rêve au niveau astral ou comme un songe au niveau spatial. Il faut toujours se rappeler qu'il y a une différence entre dimension et densité. Un voyage ou une sortie en astral se fait toujours avec un corps de mémoire, en l'occurrence le corps astral de la deuxième dimension, dans un environnement illusoire de quatrième dimension. N'oublions pas que nous sommes dans une matrice artificielle à inversion totale. Mais pour un voyage ou une sortie en spatial, ça se fait toujours avec une matière, en l'occurrence la matière électroplasmique de la quatrième densité. Ici, dans notre zone de création, nous avons un corps physique pour nous permettre de percevoir la troisième dimension et nous avons une matière atomique qui nous permet de se déplacer dans l'espace de la troisième densité. L'humain possède plusieurs corps et plusieurs matières dont il ignore leur existence. On ne peut qu'utiliser ce que nous connaissons et ce que l'on ne connaît pas, eh bien, ne peut pas être naturellement utilisé. C'est comme si vous ignoriez la présence d'une télécommande pour allumer et fermer votre télévision et changer de chaîne à distance sur une télé que vous venez d'acheter. Si vous ne savez pas qu'il y a une télécommande avec votre TV, vous ne pouvez pas l'utiliser, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour vos corps et vos matières que vous pouvez utiliser seulement si vous connaissez leur existence. Durant une autre rencontre avec mon contact féminin, je discutais du principe de l'amour qu'on doit communiquer aux autres personnes pour avoir un monde meilleur. En me regardant attentivement dans les yeux, elle me dit « Ah, c'est donc pour ça qu'il y a tant de haine dans ton monde. » Faut vous imaginer ma surprise face à sa réponse. Elle m'expliqua que l'amour n'était qu'une polarité d'une énergie vibratoire électromagnétique. L'énergie qu'on véhicule a toujours deux polarités, une polarité de nature positive et une polarité de nature négative. Donc, l'amour serait la polarité positive et la haine serait pour sa part la polarité négative pour ce même type d'énergie vibratoire. La réception de cette énergie électromagnétique est toujours assujettie au taux vibratoire de la personne qui la reçoit. Une personne peut envoyer une énergie avec la polarité de l'amour,
Mais l'autre personne peut recevoir cette énergie avec l'autre polarité, c'est-à-dire la polarité de la haine, associée à cette même énergie. Tout dépend du taux vibratoire que la personne a lors de la réception de cette énergie. Ici, dans notre monde, le taux vibratoire de l'humain est relativement bas. Alors, lorsque vous envoyez de l'amour à une personne, il y a de fortes chances que cette personne, due à son taux vibratoire bas, reçoive cette énergie d'amour sous forme de haine. Donc, lorsqu'on envoie une énergie d'amour à une ou plusieurs personnes, ce n'est pas une garantie que cette ou ces personnes vont recevoir cette énergie d'amour et non une énergie de haine. Comme elle me disait, tout dépend de la vibration énergétique de la personne qui reçoit cette énergie. Même si vous voulez lui transmettre de l'amour, cette énergie d'amour peut se transformer en énergie de haine pour la personne qui la reçoit. L'idéal, c'est de faire rayonner notre lumière intérieure, car la lumière chasse les ténèbres et ne peut être remplacée par l'obscurité. Il faut savoir que les polarités de cette énergie luminescente ne peuvent être inversées car la lumière chasse les ténèbres. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite incursion dans le monde de la 4e densité et que vous serez au rendez-vous pour une prochaine lecture de mes voyages ou sorties en physique. Donc, je vous dis à bientôt.